Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans À Point le débat, un podcast dans lequel on va parler crypto et nouvelles technologies par le prisme du droit et de l'entrepreneuriat. Le tout loin de la bien-pensance habituelle et des discours convenus que vous entendez déjà partout. Je suis Jérémy Cohen, consultant, podcasteur et formateur dans le domaine des crypto-monnaies et je serai chaque lundi avec mon ami Arnaud Touachi. Salut Arnaud, comment tu vas? Eh ben écoute, salut à tous, salut Jérémy, ça va très bien, merci beaucoup. Quant à moi, pour la petite présentation, je suis avocat depuis une quinzaine d'années, je suis spécialisé dans la tech et notamment dans l'écosystème crypto. Alors, la première chose par laquelle j'ai envie de commencer, c'est simplement vous appeler à vous abonner à ce podcast, parce que c'est important pour nous, évidemment, à mettre une note aussi, parce qu'on a besoin de savoir un peu ce que vous pensez de la qualité de notre travail, et puis de pas hésiter à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et les éventuels retours que vous avez sur ce nouveau format. Chaque semaine, l'idée, ça va être de partager les coups de cœur, les coups de gueule, en débutant effectivement systématiquement par un sujet et en échangeant ensemble, toujours évidemment sans filtre et sans aucune concession. Alors du coup, Jérémy, toi de ton côté, tu voulais commencer par ton coup de cœur de la semaine, et il semble que ça se passe du côté des États-Unis. En effet, Arnaud, je voulais, avec toi et avec celles et ceux qui nous écoutent, célébrer l'abandon du procès de la SEC, le gendarme de la bourse américain, contre Ripple. Pour rappel, depuis décembre 2020, la SEC a enchaîné les poursuites contre un certain nombre d'entreprises et notamment Ripple, dont elle suspectait le jeton, la crypto, le XRP, d'être un titre financier ou un securities. La procédure a duré pendant plus de 4 ans et a coûté plus de 100 millions de dollars en frais juridiques. Et donc, évidemment, cet abandon est très réjouissant pour l'industrie crypto, d'autant que c'est le dernier d'une longue suite, puisque depuis l'investiture de Donald Trump, la SEC a déjà annulé ses poursuites contre des acteurs majeurs de l'écosystème tels que Coinbase, Kraken, Robinhood ou encore la marketplace NFT OpenSea. Et encore, on peut parler du développeur du célèbre wallet MetaMask Consensus, contre lequel la SEC a abandonné ses poursuites. On voit donc bien là les effets de la politique pro-crypto du président américain fraîchement élu Donald Trump et du départ de Gary Gensler, qui s'était à l'époque donné pour mission de court-circuiter toute l'industrie crypto américaine. Alors maintenant, on peut enfin, j'espère en tout cas, envisager une période de grâce pour les entreprises crypto américaines qui sont à peu près sûres de ne plus être embêtées par la SEC, en tout cas le temps que la régulation sur les cryptos ne soit définitivement élaborée par le législateur ou que les prochaines élections américaines n'empêchent Trump de poursuivre son action. Arnaud, tu voulais toi aussi nous partager un coup de cœur cette semaine. De quoi s'agit-il? Tout à fait. Donc, bah, évidemment, en tant qu'avocat, notamment spécialisé dans tout ce qui est régulation, mon coup de cœur, il va s'adresser à un petit pays qui s'appelle Malte, qui effectivement est, on va dire, depuis quelques années sous le coup de critiques qui sont, à mon sens, pas forcément fondées, très souvent pas forcément fondées d'ailleurs. Et c'est un petit pays qui a pris beaucoup d'avance en matière de réglementation crypto, hein. Ça fait 3-4 ans qu'il se prépare à MiCA maintenant. Et en fait, ce petit pays, bah, tout simplement, il a concentré l'obtention de cette fameuse licence MiCA de très très grosses plateformes, hein. Je parle de crypto.com, notamment de Bitpanda ou d'OKX, hein, qui sont juste des mastodontes. Et c'est un coup de cœur parce que bon, voilà, Malte à la base, tu y vas pour des raisons touristiques, mais également, ça fait très longtemps que ça dure maintenant, parce qu'ils ont une expertise et une expérience en matière de réglementation financière et maintenant de réglementation crypto qui est assez dingue. Et voilà, et donc c'est un coup de cœur, je voudrais les féliciter parce que ils ont su anticiper, ils ont su prévoir, ils ont su attirer, ils ont su faire de ce pays un hub à la fois financier et maintenant crypto. Et donc j'ai envie de dire, au contraire, nous en France, on doit s'inspirer, je pense, de ce que ce type de pays font, plutôt que de porter des critiques qui sont pas toujours particulièrement fondées. Voilà, donc coup de cœur à Malte et à la manière avec laquelle en Europe elle draine positivement l'écosystème crypto. Effectivement, je te rejoins là-dessus fortement. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on critiquait Malte et Chypre aussi, je crois, alors Absolument. qu'aujourd'hui, finalement, ils ont pris une avance considérable là-dessus.
Donc très bien, très intéressant Arnaud et surtout c'est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc j'aime beaucoup. Je te confirme, et d'ailleurs, on accompagne des projets qui vont à mal, tout simplement parce qu'ils y voient un intérêt et qu'il n'y a pas il y a pas de pudeur de gazelle, comme diraient certains, à aller dans des pays comme ça. Il faut être pragmatique et en tout cas, il faut saluer la manière avec laquelle ils ont su, encore une fois, travailler sur les projets crypto. Absolument. Ah, ça sonne. Oui, donc, petit problème de direct. Mais effectivement, donc ça c'était pour la question coup de cœur. Maintenant, l'objectif de cette émission, c'est de parler de ce qui plaît et puis également de ce qui plaît pas. Et donc la réalité, c'est que il y a aussi un coup de gueule potentiel. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Est-ce que tu voudrais nous dire, toi, de ton côté, ce qui a pu être pour le coup quelque chose de défavorable dans l'écosystème récemment et que tu as que t'as envie d'évoquer? Bah ouais, il y a un truc cette semaine qui m'a fait hérisser un petit peu les poils. Alors c'est pas d'aujourd'hui, mais ça a été particulièrement symptomatique cette semaine. C'est le syndrome AFP dans les médias crypto. Typiquement, à l'instar des chaînes d'information, on va dire mainstream, qui souvent se contentent de récupérer les dépêches AFP, de les passer à la moulinette de ChatGPT avant de les publier, souvent d'ailleurs sans les vérifier. Eh bien, les principaux médias crypto, je vais pas les nommer évidemment, ils se reconnaîtront et puis on les connaît. Eh bien, ils ont tendance à faire un peu pareil avec les informations souvent venues des États-Unis, mais même parfois venues du territoire. Et je vais te donner l'exemple, le dernier exemple en date, c'est le réseau de transport en commun toulousain accepte les cryptos. Tous les médias se sont précipités pour relayer cette information majeure, cruciale, stratégique sur les réseaux sociaux et sur leur site internet. J'imagine que toi non plus, tu es pas passé à côté de l'information. Non, je suis pas passé à côté. Bon, Ça fait la une de mon fil d'actualité. c'est ça. Alors, bon, évidemment, moi déjà, sur la forme, déjà, je doute que cette information soit vraiment si majeure, si importante, qu'elle ne justifie que tout le monde se lance avec autant d'entrain pour la diffuser. En effet, d'autres villes avant Toulouse ont déjà mis en place l'acceptation des paiements en crypto-monnaie. C'est plus du tout une information unique et majeure. Je te donne deux exemples. Il y a 3 mois, la ville de Talence a annoncé que l'ensemble des commerçants acceptaient désormais les paiements en crypto-monnaie, en prenant l'exemple notamment d'un boucher qui accepte les cryptos grâce à l'entreprise française Lizzy. Et puis, il y a plus d'un an maintenant, c'était le Liechtenstein, donc un pays qui signait un partenariat avec la blockchain Multiversix et l'établissement de monnaie électronique X-Money pour permettre l'acceptation des paiements crypto pour les impôts et les taxes du pays. Je ne te parle pas évidemment de la Suisse qui le fait à Lugano depuis des années. Bref, tout ça pour dire, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Ça ne servait pas forcément à grand chose d'en faire autant de boucans. Et puis sur le fond de l'information en elle-même, il faut pondérer un petit peu. Vous n'allez pas payer en crypto-monnaie dans le métro toulousain. Vous allez utiliser Binance Pay qui va vous permettre de faire ce paiement-là. Donc, on n'est pas non plus sur un paiement crypto réel. On passe par un intermédiaire. Donc voilà. Donc là aussi, la révolution, elle n'est pas encore totale. Alors bon, évidemment, c'est une bonne chose que les organismes publics et territoriaux se mettent aux cryptos. Mais bon sang, médias fusionnés en un seul média, si c'est pour dire tous la même chose en même temps. Euh, Arnaud, et toi, est-ce que tu as un coup de gueule cette semaine? Ouais. Alors, je voudrais rebondir en 30 secondes sur Bien ton coup de gueule sûr. à toi pour dire quand même, il y a un point qui est important et qu'on ne dit pas assez, à mon avis, c'est que on a tous de la crypto, enfin, j'imagine que ceux qui nous écoutent potentiellement en ont, en tout cas. Le premier réflexe quand on va, je pense, quand on était à CryptoCerf, par exemple, il y avait quelques restaurants à Auxerre, on sait très bien qui acceptent la crypto, c'est qu'à partir de l'instant où tu sais que quand tu vas utiliser ta crypto pour acheter un bien ou pour aller au resto, par exemple, et que tu vas payer 30% de flat tax systématiquement, la réalité, c'est que ça va pas t'encourager à utiliser ta crypto comme un moyen de paiement. Et qu'à partir de l'instant où on n'a pas réglé cette problématique-là, ça restera principalement de la réserve de valeur plutôt que un vrai outil de paiement comme on aimerait qu'il le soit. D'accord? Et que donc on peut avoir toutes les initiatives du monde avec tous les métros de toutes les régions et de toutes les villes de France.
la réalité, c'est qu'il y aura toujours ce blocage-là qui fera que, in fine, ça ne pourra jamais être en tout cas à ce stade, ça pourra jamais, en tout cas, ça ne pourra pas à ce stade être une monnaie comme une autre. D'accord. Voilà. Ouais, C'est ou ça, alors je il pense, faut. qu'il faut Non, préciser. tu as raison de préciser ça. Le seul peut-être moyen, ce serait de vraiment essayer de généraliser et normaliser les stablecoins, où là, effectivement, on aurait l'avantage d'avoir de la crypto et un impact de la flat tax qui serait nul, hein. Mais bon, il y a encore du chemin là-dessus, en effet. Il y a encore du chemin à faire. Exactement. Alors, pour répondre à ta question, mon coup de gueule à moi, c'est, bah, ça va concerner les banques. Je suis désolé pour nos amis banquiers qui nous écoutent. Je sais pas les banques en général, mais enfin, quoique, c'est que même, donc, juste pour rappel, hein, la réglementation crypto en France, elle s'est structurée en 2019. Et en 2019, l'idée, c'était donc, faut rappeler, hein, cette réglementation, elle est arrivée parce que les banques traditionnelles ont dit, écoutez, la crypto, nous, on sent pas trop le truc, ce qui s'y passe, c'est pas très net. Et donc, on voudrait une réglementation, on voudrait un carcan juridique pour justement assainir un peu tout ça. Et puis, accessoirement, c'est ce carcan qui a permis à un certain nombre de banques d'être régulées pour faire des activités crypto et qui, soit dit en passant, va permettre, dans le cadre de MiCA, probablement faire en sorte que la majeure partie des acteurs régulés soient des acteurs bancaires. Fermeture de la parenthèse. Donc, on leur a ouvert d'une certaine façon les portes de cet écosystème. Et la contrepartie, hein, c'était une réunion à l'époque avec Bruno Le Maire, ex-ministre de l'économie et des finances, et c'était de dire, bah, écoutez, on vous ouvre les portes, chère banque, mais par contre, il va falloir que vous soyez quand même conciliante pour ouvrir des comptes bancaires aux sociétés de la crypto, simplement parce que on reste dans un écosystème de business dans lequel, si tu n'as pas de compte bancaire, bah, tu peux pas exercer d'activité. Et force est de constater que nous sommes, je parle d'une réglementation qui date de 2019, hein, on est 6 ans après, et que je continue régulièrement, extrêmement régulièrement, à avoir des clients qui me consultent et dont je m'aperçois que en réalité, ils ont du mal avec leur banque, mais parfois des difficultés majeures. Ils passent de banque en banque. Dès que il y a des mouvements de crypto to fiat qui sont problématiques, tout de suite ça met en demeure, ça ferme les comptes, etc. Pour des boîtes qui sont des boîtes régulées, hein, qui sont souvent des prestataires de services en actifs numériques, donc elles sont régulées devant l'autorité des marchés financiers. Donc on marche sur la tête, en fait. On marche sur la tête. Et donc, tout à l'heure, on parlait d'adhésion. C'est bien Toulouse, ça fait plaisir, c'est une belle ville en plus. Voilà, mais la réalité, c'est qu'il faut s'attaquer aux vrais problèmes. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que c'est difficile de venir dire la France, c'est un crypto-hub, etc. Avec d'un côté, j'en parlais tout à l'heure, on va dire, une manière de réguler qui n'est pas forcément toujours des plus souples, et puis de l'autre côté, bah, des banques qui veulent pas travailler. C'est quand même compliqué d'avancer quand on n'est pas aidé par l'écosystème qui est censé nous offrir les meilleures solutions pour ça. Voilà, donc carton rouge pour le coup. Alors évidemment, euh, certains argueront du fait qu'il y a des banques qui sont crypto-friendly en France, c'est vrai, il y en a quelques-unes. Euh, voilà, maintenant, elles sont en réalité peu nombreuses dans un océan d'établissements qui à minima, n'est pas très friand et dans le pire des cas est extrêmement contre et extrêmement bloquant. Voilà, donc c'est mon carton rouge, coup de gueule, alias coup de gueule de la semaine. Je partage à 100% ton coup de gueule. Je me rappelle en 2020, 2019-2020 à l'époque, nous avions énormément de difficultés à trouver une banque et parfois même d'y rester. C'est-à-dire que tu peux être accepté dans une banque et puis ensuite, pour une raison ou pour une autre, t'en faire virer. Nous, je me rappelle qu'à l'époque, on avait dû se tourner vers des établissements, des institutions financières, des établissements bancaires dans des pays comme la Lituanie, par exemple, qui sont beaucoup plus souples sur le droit bancaire entre les banques et la crypto. Et toi, aujourd'hui, vers quel pays, par exemple, tu as tendance à diriger tes clients qui cherchent une banque peut-être plus crypto-friendly? C'est une très bonne question. Bah, en fait, j'ai envie de te dire, c'est la même, c'est un global. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure de réglementation, là, je parle de banque. En réalité, tout est associé d'une certaine manière et il y a des pays qui sont beaucoup plus crypto-friendly à ce stade. Ça va être les pays baltes, ça ne surprendra personne. Tu as cité la Lituanie, on peut citer la Pologne, on peut citer la République tchèque, qui sont notamment, il y en a d'autres, qui sont des pays qui sont particulièrement prisés et à juste titre par l'écosystème crypto parce que on a ils sont très très business friendly. En plus de ça, ils ont un écosystème bancaire qui est plus favorable. Alors ça convient pas à tous les projets, hein. Il y a des projets qui ont des besoins d'être régulés ou d'avoir une banque qui est en Europe de l'Ouest pour des raisons X, Y ou Z.
mais globalement, on va dire que ça facilite la tâche à de très très nombreux porteurs de projets qui ne rentrent pas dans cette catégorie. Et puis après, on a évidemment des pays comme Malte, on le citait tout à l'heure, ou comme Chypre, qui restent à nul autre pareil avec ce qu'on est en capacité de rencontrer malheureusement dans des pays d'Europe de l'Ouest et parfois en France. Ce qui est fou dans cette situation, c'est qu'on va se retrouver avec une double concurrence, une espèce de double frontière, c'est-à-dire une concurrence à l'intérieur de l'Union européenne où certains pays vont être plus attractifs, et puis une concurrence entre la zone de l'Union européenne et les autres zones du monde, les États-Unis, les Émirats arabes unis, etc. Et là, la France se retrouve avec finalement des avantages comparatifs qui sont de moins en moins flagrant, et c'est un euphémisme que de le dire. Arnaud, je te propose qu'on passe au débat du jour. Ben, let's go, vas-y, c'est parti. Alors, le débat du jour, comme à chaque fois, ça va être un débat un peu touchy, et le but, c'est de partager nos avis sur le sujet. Alors aujourd'hui, on va parler blockchain et politique. La question, ce sera celle-ci. Est-ce que la blockchain peut ou doit être politique? Mettons un petit peu de contexte dans ce débat, si tu veux bien. Lundi, un peu avant minuit, la blockchain Solana a posté une vidéo publicitaire sur son compte X, anciennement Twitter, dans laquelle nous assistons à une thérapie entre un patient qui s'interroge sur l'impact de l'innovation, de l'entrepreneuriat, tandis que sa thérapeute en face le renvoie systématiquement à des sujets de société tels que le genre, l'inclusivité, la masculinité ou d'autres concepts dits wokistes, inclusifs, progressistes. Tout dépend le vocabulaire que vous utilisez. À la fin de la vidéo, le patient vire la thérapeute comme le faisait Trump dans son émission de télé-réalité en lui disant "You're fired". Bref, vous l'avez compris, une vidéo très anti-woke, pro-Trump, donc évidemment pas très bien pensante. 9 heures et 1,4 million de vues après, Solana supprimait la vidéo après avoir subi des milliers d'attaques sur les réseaux sociaux, qualifiant la vidéo de toxique et d'incompatible avec les valeurs inclusives que la blockchain doit normalement diffuser. Alors, si tu veux bien, Arnaud, on va discuter un petit peu de cela. Et ma première question que j'ai pour toi, et je rebondirai évidemment, c'est est-ce que tu penses que Solana a bien fait, est-ce que c'était à propos de poster une vidéo comme celle-ci? C'est très touchy comme question. C'est très touchy comme question. Alors, bon, moi, j'ai toujours pris le parti de pas donner en tant qu'avocat de prise de position politique. C'est-à-dire je vais répondre à ta question, hein, mais c'est juste en introduction, que ce soit sur les réseaux sociaux ou autres, parce que j'estime que c'est pas mon rôle à moi. Si j'ai envie de faire de la politique, j'en fais de manière claire et je le fais pas de manière sous-jacente. Alors peut-être que parfois, évidemment, et c'est pour ça que je vais répondre à ta question, dans la manière avec laquelle on traite un fait d'actualité ou une manière, enfin, ce qui s'y passe, on va forcément parfois teinter ça. On peut en sous-jacent sentir quelle va être la position de quelqu'un, mais on peut parfois se tromper. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Voilà. Maintenant, disons les choses comme elles le sont. Tout est politique, forcément. Tout est forcément un axe politique. Est-ce que donc ils ont bien fait de le faire? En tout cas, je renverserai la question en disant, je pense qu'ils devaient quand même s'attendre qu'en faisant une vidéo comme celle-ci, ils allaient avoir un retour du bâton. Ils peuvent pas faire les surpris. Et Solana, c'est quand même pas une petite, enfin, c'est pas une petite blockchain, quoi. C'est pas la blockchain de quartier. C'est pas le truc qui s'est créé il y a 2 semaines dans un garage à l'abri de tout le monde. Je veux dire, il y a un service de communication. J'ai pas envie de faire le parallèle avec des affiches d'un parti politique, mais enfin, c'est pas un truc où on peut faire les vierges effarouchées en disant, écoutez, je comprends pas, je savais pas, je suis un peu surpris. Il y a forcément eu plusieurs contrôles qui ont été faits, plusieurs personnes qui sont passées par là, et puis ça se voit, c'est un tournage qui a pris du temps, il y a eu un Alors script, une Arnaud, validation. Ouais, si tu veux ouais. bien, parce que le débat, on va en discuter sous ces différents aspects. La question, si tu veux bien, d'abord, c'est est-ce que Solana, selon toi, je répète la question, est-ce que Ouais. c'était de bon ton? Est-ce qu'elle a bien fait de poster ce genre de vidéo? Ensuite, on parlera évidemment derrière de l'opportunité, du risque réputationnel, etc. Mais peut-être si tu veux bien, voilà, on revient Non, un bien peu sûr, sur bien sûr. le Ouais. sujet. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches le buzz et que tu considères que ce soit un bon ou un mauvais buzz, il te sera favorable, oui.
Si, vu le nombre de critiques que ça leur a valu, donc en fait, ils font un équilibre avantage-inconvénient en termes de réputation, je suis pas certain que ce soit ultra favorable. Voilà, Ok. je suis pas certain dans le monde dans lequel on vit. Voilà, donc après, chacun appréciera mon propos à sa juste valeur, mais je suis pas certain de la pertinence, sauf à partir d'un postulat qui peut s'entendre, qui est de dire tout buzz est bon à prendre, parce que là, ça fait quand même 1,4 million de vues, donc tout le monde a parlé de Solana, etc., machin. Est-ce que c'est défavorable en termes de business? Je suis pas certain. Donc voilà, c'est l'enjeu est là. Mais moi, je pense que je l'aurais pas fait. Ok, alors Voilà. ça, voilà, ça c'est très intéressant. Alors déjà, je précise deux, trois petites choses. Les 1,4 million, c'est au moment où ils l'ont supprimé. Sauf que effet stressant oblige, bien évidemment, de nombreuses personnes avaient enregistré la vidéo et l'ont republiée derrière, tant et si bien que, en vérité, aujourd'hui, ils ont dépassé certainement les 10 millions de vues parce que justement, ils l'ont supprimé. Et donc forcément, ça a fait encore plus parler. Donc le nombre de vues est bien évidemment bien supérieur. Alors, moi, si je devais répondre à cette question, je dirais d'abord que Solana, c'est pas la première fois qu'elle s'engage, entre guillemets, en politique ou sur des sujets de société. En 2020, à l'époque, elle avait soutenu le mouvement Black Lives Matter, par exemple. Et à l'époque, évidemment, tu te doutes bien, ça n'avait pas fait autant de cris d'orfraie. Donc aujourd'hui, effectivement, évidemment, la position est un peu plus clivante et donc forcément, ça suscite des réactions plus farouches. Concernant la liberté éditoriale, là par contre, je te rejoins. Une entreprise, elle a le droit de communiquer de la manière qu'elle veut, tant qu'elle reste dans le cadre de la loi, bien sûr. Hein. Et puis surtout, pour elle, c'est un rapport entre ce que ça lui a coûté et ce que ça lui a rapporté. Là, en l'occurrence, alors il est un peu tôt hein, pour savoir si au niveau réputationnel, au niveau business, ça va avoir des avantages disons, plus important que ce que ça lui a réellement apporté. Mais en tout cas, voilà, elle avait tout à fait le droit de le faire et ça ne pose en soi, au-delà de la morale, bien sûr, absolument aucun souci. Maintenant, on ne peut pas parler de cette vidéo sans parler du contexte géopolitique. Tu l'as dit tout à l'heure, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais je n'ai pas besoin de te rappeler que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il est déjà en train de changer, notamment depuis l'élection de Donald Trump. Tant et si bien que Solana, c'est pas complètement déconnant qu'elle suive effectivement la tendance du marché aujourd'hui, qui est plutôt une tendance qui va vers des valeurs plus conservatrices et qui est plutôt pro-Trump en l'occurrence. On doit aussi rappeler que Solana fera partie de la réserve stratégique crypto américaine et donc évidemment, elle se doit, j'imagine, quand même un petit peu de soutenir le président qui a rendu ça possible. Donc voilà, donc je pense que voilà, c'était plutôt au niveau du timing plutôt bien fait, plutôt bien à propos et en soi elle avait tout à fait le droit de le faire. Maintenant, deuxième question Arnaud, si tu veux bien, est-ce que selon toi Solana a bien fait de la supprimer? Et là, je parle à l'homme de droit, mais je parle aussi à l'entrepreneur, parce qu'on a fait voilà, selon nous, une bêtise. Est-ce que on supprime? Est-ce qu'on assume? Est-ce qu'on s'excuse? Voilà, qu'est-ce que Solana a bien fait de la supprimer cette vidéo selon toi? Hmm. Encore une fois, c'est délicat comme question, mais moi j'ai envie de te dire, à partir de l'instant où tu fais quelque chose que tu estimes être... alors, en fait, c'est soit tu estimes que cette chose est problématique, soit tu estimes qu'elle a pu blesser, heurter un certain nombre de personnes, que ce soit de manière justifiée ou injustifiée. Du reste, ça ne me choque pas que... parce que, bon, alors, déjà, supprimer, c'est... Alors, je vais pas dire que c'est un aveu de culpabilité, mais c'est parce que, encore une fois, ça dépend pourquoi tu la supprimes. Est-ce que tu la supprimes parce que tu estimes que tu as commis une faute, ou est-ce que tu la supprimes parce que, encore une fois, tu as pu blesser des gens? Tout dépend de la raison pour laquelle tu le fais. Mais sur l'acte en lui-même, moi, je pense qu'à partir de l'instant où tu as un déchaînement et sur ces sujets-là, encore une fois, surtout aux États-Unis, enfin, je veux dire, il y a une confrontation qui est d'une violence extrême là-dessus. Tu peux pas faire la Vierge effarouchée. Tu peux pas faire celui qui ne se doutait pas de ce qu'elle lui tombait dessus. Donc, quand ils ont vu le massacre, le fait de l'enlever me choque pas. Après, ils se doutaient bien que ça allait être viral dans tous les cas puisqu'on allait l'enregistrer. Donc, est-ce que c'était vraiment pertinent à ce stade? Je sais pas. Après, je suis, on va dire, mesuré sur la pertinence de la chose. Voilà, pour être honnête. Ouais, je vois. Écoute, moi, je pense, j'en ai parlé encore récemment en direct et j'ai réfléchi et je suis de plus en plus convaincu que Solana ne pouvait pas ignorer l'impact réputationnel, politique, idéologique et marketing de cette vidéo. Et moi, je suspecte Solana en vérité d'avoir tout organisé. C'est-à-dire d'avoir
réalisé cette vidéo, de la manière dont elle l'a été, de l'avoir publiée, de la manière dont elle l'a été, et ensuite d'avoir accueilli toutes ces critiques et ensuite de l'avoir supprimée tel que cela s'est passé. Le tout, de mon point de vue, en tout cas, Arnaud, pour ouvrir cette fenêtre d'Overton dont on parle de plus en plus sur cet anti-wokisme dans l'industrie de la tech. C'est-à-dire que elle a posé, je pense, la première pierre d'une espèce de contre-révolution où les entreprises de la tech américaine vont commencer à se départir de cette idéologie wokiste, bien pensante, inclusive, certains même parleraient d'intersectionnelle, et je pense que tout cela a été organisé. D'ailleurs, on voit bien qu'elle a supprimé cette vidéo, mais qu'elle n'a répondu à aucun commentaire, ni de la presse, ni sur les réseaux sociaux, qu'elle n'a pas formulé d'excuses. Et donc, pour moi, c'est un coup médiatique, un coup politique, et je pense que c'était plutôt efficace. D'ailleurs, si on parle de l'industrie de la tech, j'ai une autre question à te poser, Arnaud, toujours dans ce contexte-là. Est-ce que tu penses que la blockchain, euh, je parle en tant qu'industrie, peut avoir un parti politique, un parti idéologique, ou est-ce que c'est contraire, et là je reprends les critiques qui ont été formulées à Solana, eh bien c'est contraire à l'idéologie et aux valeurs promues par la blockchain avec cette décentralisation, etc., etc. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Alors, je vais peut-être te donner un avis qui va être en deux temps, si je puis dire. La première des choses, c'est que je pense, et j'en suis intimement convaincu, c'est que on peut pas totalement dépolitiser quelque chose. C'est-à-dire qu'on est tous, on a tous des biais. On a des biais d'éducation, on a des biais de culture, on a des biais de religion, on a des biais j'ai envie de dire, d'approche, de philosophique même parfois, et que tout ça, ce, 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 ce mélange, ce melting pot un petit peu de tous ces éléments-là, vont d'une certaine manière créer un biais politique nécessairement parce qu'on est aussi dans un système d'étiquetage, on étiquette très rapidement les gens dans un camp, dans une philosophie, dans un état d'esprit, etc. Donc c'est très difficile d'arriver en faisant celui qui est de créer une sorte de pseudo-objectivité, alors que l'objectivité, ça n'existe réellement pas, puisque chacun apporte forcément ses subjectivités. Maintenant, pour autant, je ne pense pas qu'il faille, dans la technologie blockchain, c'est un avis, y trouver une sorte de, comment dirais-je, de sous-jacent, on va dire, comment dire, philosophique ou politique dans la blockchain. C'est-à-dire que je pense que la blockchain, c'est une technologie. Certes, elle a été créée avec un état d'esprit spécifique, justement, de redonner le pouvoir au peuple, donc notamment CryptoPunk, etc. Donc on peut en revenir à l'origine du système. Mais en revanche, je ne pense pas que la blockchain, elle penche ni du côté effectivement de ceux qui ont une vision comme ceux que tu as décrit tout à l'heure. J'aime pas trop ce terme de bien-pensance parce que je sais pas où la bien-pensance est bien ou pas bien, ça chacun la met où il le souhaite. Ou alors du côté plutôt Trump, qui est une autre vision, qui est nécessairement pas la même. Donc moi, je suis a priori pas, je ne suis pas favorable à ce qu'on essaye de mettre, d'accoler à la blockchain une grille de lecture politique qui ne correspond pas simplement parce que c'est une technologie, voilà, et qui certes, pour finir, qui certes a été peut-être conçue quand tu prends les fondations de la blockchain avec une certaine idée, mais qui pour autant, a priori, me semble-t-il, ne rentre ni dans une case ni dans l'autre. Ouais, je comprends ton point de vue et je suis pas loin de le partager. Euh, les crypto-monnaies et la blockchain n'ont jamais été aussi politiques. On voit en France des partis comme le Reconquête avec Sarah Knapo, Marine Le Pen récemment pour le Rassemblement national, ou encore Asselineau pour l'UPR qui prennent de plus en plus de positions liées à la blockchain, les crypto-monnaies, le minage de Bitcoin, etc. Par conséquent, il n'est pas déconnant que on essaye de prêter à la blockchain, aux crypto-monnaies, à Bitcoin des intentions politiques. À cela, personnellement, je répondrais deux choses. D'abord, la blockchain est un outil qui a été pensé pour être permissionless. Ça veut dire qu'on peut normalement l'utiliser quelle que soit son origine, ses revenus, son genre, l'endroit dans lequel nous sommes, mais également indépendamment de ses opinions politiques. Ainsi, rien n'empêche des idées politiques de s'emparer de cette technologie. Rien ne l'empêche.
Et en soi, c'est même plutôt sain. Imaginez si demain Bitcoin devenait permissionné en fonction du bord politique. On rentrerait dans un totalitarisme technologique qui, j'imagine, ne serait pas du goût des cypherpunks qui sont tantôt libertariens de gauche, tantôt libertariens de droite, mais dans tous les cas libertariens. Par ailleurs, les bitcoiners ont tendance à se plaindre que des institutionnels s'emparent de Bitcoin, contrairement aux souhaits de Satoshi Nakamoto qui voulait au contraire extraire Bitcoin de toutes les institutions financières pour en faire un outil de paiement décentralisé du peuple. J'en ai récemment discuté avec Jean-Jacques Kiskater, qui est nommé, cité dans le white paper de Satoshi Nakamoto, qui est un des plus grands cryptographes européens, et qui m'expliquait que, a priori, selon lui en tout cas, les cypherpunks, les pères fondateurs de la blockchain et de Bitcoin, n'avaient pas pensé qu'un jour, justement, eh bien, les institutions, les États et peut-être même les partis politiques s'empareraient de la blockchain. La réalité, c'est que Bitcoin, chacun en fait ce qu'il veut et chacun peut l'utiliser comme il le souhaite tant qu'il ne touche pas au protocole. Et par conséquent, personne ne peut dire si la blockchain doit être de droite, de gauche ou du centre, même Satoshi ou ses descendants. Alors, justement, j'ai une dernière question pour ce débat, si tu veux bien, Arnaud, c'est est-ce que selon toi, la blockchain, l'industrie crypto, même dans son ensemble, est-ce qu'elle est différente du reste des industries technologiques en France, puisque c'est un secteur qu'on connaît bien évidemment, mais aussi peut-être, puisque nous le suivons régulièrement, aux États-Unis. Est-ce que typiquement, je te donne l'exemple tout con, est-ce que demain Coinbase sera dans la même cour que les autres valeurs du Nasdaq, par exemple? Euh, du coup, ta question est double, non? C'est est-ce que la blockchain doit être assimilée à toutes les autres technologies et est-ce que du coup la blockchain peut être aussi assimilée à la finance traditionnelle? C'est ça pour bien comprendre? Alors non, alors justement, c'est intéressant parce que tu anticipes la deuxième partie, mais faisons-la ensemble. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est que a priori, plutôt tout ce qui est crypto, tout ce qui est blockchain, c'est plutôt tech. Et donc, je Ouais. faisais d'abord un premier parallèle avec les autres entreprises du secteur de la tech. En revanche, là où ce que tu dis est intéressant, et parlons-en tous ensemble, et n'hésite pas à me faire une réponse développée sur les deux sujets, c'est Mhm. qu'effectivement, l'industrie crypto surfe sur deux industries, la tech et la Voilà. finance. Et donc, je Ben te voilà. laisse répondre là-dessus avec plaisir. Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, et c'est intéressant de faire la jonction parce que moi, c'est quelque chose qui me pose difficulté, mais ça, c'est dans ma propre perception. En tant que geek autoproclamé, si je puis dire, moi, je me suis intéressé à la blockchain pour des raisons de technique, pour des raisons technologiques, pas pour des raisons financières. C'est-à-dire que voilà, j'aime la technique qu'il y a derrière, et dans cette communauté, il y a des gens brillantissimes. Je trouve que le niveau technique de pas mal de projets est hallucinant, vraiment, vraiment, vraiment. Et quand on parle à des ingés Enco, enfin voilà, les gens qui nous écoutent, il y a des projets. Voilà, on est sur des trucs de dingue. Évidemment, en matière d'IA, c'est la même chose, mais en matière d'IA, comme c'est beaucoup plus diffus, ben en réalité, la grande quantité de projets, il y a peut-être moins de projets avec, parce qu'on parle souvent de Mistral, on parle souvent de 2-3, mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui peut-être voilà, sont bien, mais en matière de blockchain, il y a moins de projets, mais on a un niveau de technicité qui est très élevé. Donc, moi, je m'y suis intéressé parce que j'adore avoir des projets qui arrivent, avoir un niveau, enfin, voilà, passer un week-end complet, essayer de comprendre une techno pour voir un peu les impacts réglementaires. Voilà, ça me plaît. Par contre, c'est vrai qu'il y a depuis plusieurs années maintenant, et justement parce que notamment les établissements bancaires se sont emparés de ce sujet-là pour des raisons qu'il n'y a pas besoin de rappeler, qui sont évidentes, eh bien, on a une financiarisation de la blockchain qui est très importante, à la fois pour les particuliers qui y voient un outil de spéculation. Enfin, je veux dire, on n'a jamais autant parlé de la blockchain ces derniers mois que parce que le Bitcoin était à 100 000 et que ça permettait à des gens de faire des coups, et tant mieux pour eux, et puis à beaucoup d'en perdre aussi, by the way, et parce que finalement, quand on parle du côté entreprise, bah, plus que de parler de la techno souvent, ce que je dis, c'est pas toujours le cas, mais souvent, je trouve, on a tendance à nous parler de la financiarisation. Encore une fois, on n'a jamais autant parlé de la blockchain l'année dernière qu'avec BlackRock. BlackRock qui, il y a quelques années, nous expliquait à quel point le truc était dégueulasse et qu'il fallait pas y toucher. Enfin, voilà. Donc, je veux dire par là que c'est vrai que, pour répondre à ta question, oui, on va vers une normalisation d'un écosystème qui s'est quand même créé sur la base de on est des punks et au final, nous, tout ce qui est normalisé, on n'en veut pas, on le honnit carrément. Donc c'est vrai qu'à la fois,
c'est pas vraiment dans l'esprit des pères fondateurs, entre guillemets, ou des mères fondateurs, je sais pas. Voilà, donc déjà à la base, ça veut pas dire qu'il faut être anarchiste, ça veut juste dire que ça colle pas. Il y a un moment où on essaye de mettre des carrés dans des ronds, et que par ailleurs, c'est vrai aussi que ça peut, d'une certaine manière, être en décalage par rapport à d'autres technos comme l'IA qui se focus peut-être plus sur la tech que sur autre chose. Voilà. Ouais, je te rejoins beaucoup sur ton point de vue et effectivement, je le vois que la blockchain et les cryptos deviennent de plus en plus une part de l'industrie tech américaine, notamment de plus en plus proche des GAFAM, hein, puisqu'on voit notamment Elon Musk en achetant X, alors qu'avant il a été l'un des principaux promoteurs de Bitcoin sur cette même plateforme. On voit que les liens sont de plus en plus proches. On a aussi beaucoup d'industriels du paiement, de la tech qui s'intéressent aux crypto-monnaies comme des valeurs qui peuvent être intéressantes par rapport à leurs revenus et par rapport à leurs services. Moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être la vision politique de Donald Trump qui souhaite faire de ces entreprises tech, donc ça peut être aussi bien les réseaux sociaux, ça peut être bien évidemment l'industrie spatiale, l'industrie de l'intelligence artificielle, celle des crypto-monnaies et de la blockchain. Trump souhaite effectivement faire de cette maxi macro-industrie de la tech américaine la meilleure du monde et il va leur donner les moyens de le devenir avec des investissements massifs, avec une dérégulation aussi de certains. Et il est donc tout à fait normal que ces industries se rapprochent. D'ailleurs, on le voit, blockchain et IA n'ont jamais été aussi proches avec les agents IA. Maintenant, comme tu l'as si bien auguré, hein, l'industrie crypto surfe sur deux industries, celle de la tech et celle de la finance. D'ailleurs, j'ai pas inventé le terme de fintech, hein, il existe déjà depuis une quinzaine d'années, mais il prend tout à fait son sens avec justement les crypto-monnaies. Alors en cela, moi j'ai une dernière question. J'avais déjà dit une dernière, mais en fait c'est celle-ci la dernière, Arnaud, si tu permets. C'est justement sur le risque réputationnel d'une entreprise de la tech ou de la finance, là en l'occurrence de la blockchain, sur justement des prises de position politiques. Je vais donner quelques exemples si tu veux bien. On a récemment Disney, on a récemment Amazon, on a récemment des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook et évidemment qui ont décidé de faire un pivot idéologique depuis l'investiture de Donald Trump et qui, après avoir été on ne peut plus bien pensant, inclusif de gauche, typiquement, sur les 4, 5, 8 dernières années, a décidé récemment de revenir sur ces politiques DEI, donc des politiques d'inclusion, de discrimination positive, etc. Là aussi, toi, en tant qu'expert de la gestion d'entreprise et même du droit réputationnel, comment toi tu penses que peuvent payer ces entreprises si demain il venait y avoir un nouveau tournant à gauche? Est-ce que ils seront suivis? Est-ce que même ils risquent, question très ouverte, hein, est-ce qu'ils risquent, pourquoi pas, de la part de leurs utilisateurs, eh bien, d'être attaqués pour avoir pris des positions qui sont contraires, je ne sais pas, à celles pour lesquelles ils sont venus? Ouais, c'est une très bonne question parce que la réalité, c'est que les réseaux sociaux maintenant, puisque ça a été publié sur les réseaux sociaux, cette vidéo, c'est là où elle a explosé, c'est là où on enfin, il y a eu des millions effectivement et des millions de vues. C'est que bah, il suffit d'un tweet mal placé. Je pense à Elon Musk notamment, qui est quand même un bon exemple d'une sorte de Twitter fou qui est en permanence en train de tweeter un peu sur tout et n'importe quoi. Bah, en réalité, il a une influence qui est absolument phénoménale. Enfin, il n'y a pas besoin d'expliquer, il suffit de voir le nombre de followers du monsieur et puis au-delà de ça, de l'importance qu'il peut représenter maintenant, qui fait que concrètement, derrière, ça a des conséquences. Ça a des conséquences à la fois réputationnelles, évidemment, pour la personne en question, mais également des conséquences réputationnelles pour les sociétés dans lesquelles il travaille et de manière générale sur tout ce qui peut drainer autour de lui. Donc, je pense notamment à ta question, elle me fait penser à, tu sais, aux actionnaires de Tesla qui ont accusé Elon Musk d'avoir intentionnellement tenté de faire baisser l'action de Twitter à un moment par un certain nombre de tweets, etc. Donc, on voit que ça peut avoir des conséquences qui ne sont pas simplement des conséquences réputationnelles. Alors là, pour Solana, je sais pas, il faut voir. Je crois avoir vu un ancien fondateur de Solana ou autre qui s'exprimait de manière extrêmement agressive sur la vidéo, par exemple. Donc, est-ce que il y a un certain nombre de membres de la fondation qui peuvent partir? Est-ce qu'il y a
est-ce qu'on pourrait considérer s'il y a une baisse, par exemple, importante du jeton, que ça soit dû à ça et que d'une certaine manière, certains détenteurs s'en emparent pour expliquer que ça a un impact sur leur gain ou sur leur perte? Franchement, je suis assez sceptique là-dessus. Faire le lien en fait de causalité directe, c'est quand même extrêmement compliqué. Mais en tout cas, on voit que voilà, que maintenant, à l'heure des réseaux sociaux, il suffit de, quand on a de l'influence, quand on est un poids comme celui de Solana, ben derrière, il y a effectivement un risque réputationnel. Il peut y avoir parfois des risques qui peuvent aller au-delà. Ouais, je vois, c'est intéressant. De mon point de vue, je pense que Solana ne paiera pas cher cette cavalerie marketing, je pense, pour une raison d'alignement économique en vérité. Je ne vois pas des personnes investies, réellement investies et impliquées dans l'écosystème, quitter la chaîne ou même entériner des pertes pour défendre leur idéologie, ou alors de façon, de mon point de vue, très marginale. Tant et si bien que ceux qui pourraient appeler au boycott de Solana ou ceux qui pourraient ternir l'image de Solana ne sont pas ceux qui sont investis ou impliqués dans l'écosystème, ou là encore de façon très marginale. Par conséquent, je pense que Solana a attiré tellement d'utilisateurs, de développeurs, de liquidités ces derniers mois. Je pense que c'est davantage la chute du marché meme coin et la réputation de blockchain à meme coin qui peut faire du mal à Solana plutôt que son positionnement politique qui finalement aux États-Unis n'est pas si minime que ça. Hein. Quand tu vois la popularité de Donald Trump qui est supérieure à 40%, et dans une démocratie, c'est pas mal. Hein. Je rappelle que notre président, notre cher président, décolle à peine à plus de 20% de popularité. Je me dis que non, Solana pourra s'en sortir sans aucun problème de cette publicité. Mais nous verrons, l'avenir de toute façon nous le dira. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet? Non, je pense qu'on a fait le tour. Par contre, je crois à vérifier quand même que, puisque tu parlais de la popularité de Donald Trump, je crois que c'est un des présidents qui a la popularité la plus basse à ce stade de mandat des dernières années. Voilà, je te dis juste ça au passage. Donc, c'est à vérifier. Peut-être que mon information est erronée, mais ce que j'ai cru comprendre. Donc, peut-être que dans l'absolu, 40%, c'est beaucoup par rapport à ce qu'on connaît en France, même si je pense que Macron était beaucoup plus élevé à quelques mois de son premier mandat. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que ce soit si glorieux que ça dans les faits. Voilà, juste au passage. Non, Petite non, mais précision. c'est intéressant, mais si tu pondères avec, on va dire, le manque d'objectivité des principaux médias américains, puisqu'on voit hein, pendant la dernière campagne, 80 à 90% des médias étaient anti-Trump. Je parle des médias mainstream, évidemment. Je trouve que malgré cette campagne de dénigrement massive contre Donald Trump, d'ailleurs à tort ou à raison, hein, c'est pas le sujet, hein, je trouve qu'avoir 40% de popularité avec une élection qu'il a gagnée sans aucun problème, hein, je trouve que c'est pas mal quand même. Après, c'est vrai que Macron, il avait Paris Match et toute la presse pour lui. Souviens-toi des milliers de unes à sa gloire. Je crois que Trump n'a pas eu cette chance-là d'avoir cette couverture favorable. Ça fera l'objet d'un. Je suis pas 100% aligné avec ce que tu dis, mais ça fera l'objet d'un. Enfin, pas aligné sur pas mal de points, mais ça fera l'objet, j'en suis sûr, d'un autre débat sur le sujet. J'en ai aucun doute. En tout cas, j'ai été très heureux, Arnaud, de passer cette petite heure avec toi. Je suis content parce que c'est la première fois que nous nous prêtons à cet exercice. Le timing a été parfaitement tenu. Merci à toi de m'avoir accompagné dans cette émission. J'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et à mettre également une note et un commentaire pour nous dire est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous pensez que nous pourrions améliorer certains points. Et n'hésitez pas également à nous proposer les prochains sujets de la semaine prochaine que vous aimeriez que nous traitions ici, toujours sans filtre et sans concession. Arnaud, à bientôt. À très bientôt. Merci à tous.